Parenthèse culture. Nicolas Bouzou. Je suis particulièrement intéressé de discuter avec vous en effet de la politique budgétaire qui, parmi tous les thèmes que j'ai abordés, est sans doute celui qui a le plus d'applications pratiques, puisque l'essentiel des débats qui ont occupé les pays développés ces dernières années et encore en ce moment concerne en réalité la politique budgétaire. Alors sous un versant qui est particulier, qui est celui de l'endettement public, que je vais détailler. Alors la politique budgétaire, de quoi s'agit-il? Très simplement, il s'agit tout simplement du réglage du niveau de la dépense publique et des recettes par un État. Donc quand on est dans une situation de déficit public, c'est-à-dire une situation dans laquelle la dépense publique excède les recettes publiques, on peut considérer, même si j'introduirais des nuances, on peut considérer qu'on a une politique budgétaire qui est plutôt expansionniste. Et quand, à l'inverse, on a des dépenses publiques qui sont inférieures aux recettes fiscales qui constituent l'essentiel, 95% pour la France des recettes publiques, on peut considérer qu'on a à l'inverse une politique budgétaire qui est plutôt restrictive. Alors, je me propose de découper mon exposé en 4 parties. Je vais d'abord vous parler de la genèse des politiques budgétaires. Quand sont nées ces politiques budgétaires qui, au fond, constituent un outil de politique économique assez contemporain, assez moderne, qui a moins d'un siècle. Dans une deuxième partie, l'efficacité des politiques budgétaires, parce que je crois que parmi tous les outils qui composent la panoplie de la politique économique, la politique budgétaire est sans doute l'outil le plus efficace, en tout cas à court terme. Je pense que quand vous voulez donner un coup de fouet à l'économie ou au contraire faire ralentir une économie, il me semble que la politique budgétaire est vraiment l'outil qui donne le plus de résultats à court terme. Alors comme tous les outils de politique économique, ça a aussi des effets de long terme qui en général sont plus difficiles à identifier et qui souvent ne sont pas souhaités. Et c'est bien ce que l'on vit aujourd'hui. Typiquement, l'endettement public, tel qu'il s'est développé dans les pays industrialisés et qui est très important, est un élément non souhaité des politiques budgétaires. On pensait que des politiques budgétaires allaient sécréter une croissance qui permettrait de générer automatiquement des recettes fiscales qui limiteraient automatiquement l'endettement public. Et ce n'est pas ce qui s'est produit. Mais néanmoins, sur le court terme, les politiques budgétaires sont des politiques très, très efficaces. Dans une troisième partie, je parlerai assez rapidement de la pratique des politiques budgétaires. Quand vous êtes ministre du budget, eh bien, quelles sont les grandes solutions qui s'offrent à vous pour mener ces politiques budgétaires. Et puis dans une quatrième partie qui sera évidemment plus étayée, les limites de la politique budgétaire, parce que, là encore, je reviens sur ce que je dis il y a un instant, politiques budgétaires sont des outils extrêmement puissants, mais ce sont aussi des outils extrêmement dangereux, comme souvent en politique économique. Et sans doute plus dangereux que les politiques monétaires, pour une raison qui est assez facile à saisir. Les politiques budgétaires ont une mémoire. Quand vous créez beaucoup de déficit public, ça génère un stock de dette. Et votre stock de dette, il reste. Et au bout d'un moment, il faut quand même penser à la façon dont on va le rembourser. D'accord ? Donc vous avez toujours ce phénomène en deux temps dans les politiques budgétaires que vous avez moins dans les politiques monétaires. On peut considérer que les politiques monétaires ont moins de mémoire. Vous menez une politique monétaire, elle va avoir des effets tout de suite, ou en tout cas assez rapidement, au bout de quelques trimestres. Si la politique monétaire donne des effets qui sont non souhaités, si par exemple vous voulez mener une politique monétaire légèrement inflationniste et en réalité que vous voyez une augmentation très rapide des prix, donc l'inflation est supérieure à l'inflation souhaitée, vous pouvez toujours mener une politique monétaire qui soit restrictive, ce qui devrait permettre de calmer les augmentations de prix. Politique budgétaire, c'est beaucoup plus compliqué, justement parce que votre politique budgétaire, elle a une mémoire, et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été analysé très tôt. Condorcet, par exemple, ou Turgot avait bien vu ces phénomènes. Quand vous mettez en place des politiques à base de déficit public, pour prendre les choses dans ce sens-là, ça peut être l'inverse. On peut vouloir réaliser des excédents, mais en général, les États essaient plutôt de doper l'économie. C'est plutôt la problématique qui se pose de façon pratique. Et ça constitue une dette publique
qu'il faut bien traiter, ou si vous ne la traitez pas, vous risquez d'avoir un État qui fait faillite, ce qui aussi a des conséquences économiques qui, en règle générale, sont considérées comme néfastes. Alors, première partie de mon exposé, la genèse des politiques budgétaires. Ben, on en revient comme souvent à Keynes. Hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le cours de mes exposés. La macroéconomie, elle est d'essence keynésienne. C'est Keynes qui a inventé, au fond, qui a formalisé, qui a commencé à formaliser la notion de macroéconomie, de sous-emploi et donc de politique macroéconomique. Et la politique budgétaire, c'est une idée keynésienne. Alors, j'en ai déjà parlé dans le détail, mais je refais une petite synthèse extrêmement rapide. Pour Keynes, ce qui pose problème, c'est la variabilité de l'investissement privé. C'est-à-dire que ce que remarque Keynes, c'est que l'investissement des entreprises, donc, essentiellement, est une donnée qui est très fluctuante, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Quand vous regardez les comptes nationaux d'un pays comme la France, vous avez des années à moins 10, des années à plus 10, plus 20, moins 20, etc. Donc vous avez une composante de l'activité économique qui est extrêmement volatile, qui est la plus volatile en réalité. Donc Keynes avait bien vu ça. Il avait bien vu que ça avait des effets très importants sur la croissance. Hein. Quand les entreprises investissent moins, eh bien, par de multiples canaux, ça génère moins d'activité. Quand elles investissent beaucoup, vous avez des effets multiplicateurs, accélérateurs et multiplicateurs qui font que voilà, ça a des effets extrêmement forts sur l'activité. Bon, problème, cet investissement, il est extrêmement variable. Et ce que nous dit Keynes, il dépend essentiellement de la demande effective. Ce qu'il appelle, lui, la demande effective des entreprises. Mais au fond, il s'agit des anticipations de débouchés des entreprises. Quand les entreprises anticipent des débouchés en augmentation, elles vont avoir tendance à investir, ce qui va avoir un effet de coup d'accélérateur sur la croissance. À l'inverse, si pour une raison X ou Y, et c'est ce X ou Y qui est très important, c'est-à-dire que la raison peut être purement exogène. Ça peut être parce que le gouvernement ne plaît pas aux chefs d'entreprise, ça peut être parce qu'il y a des tensions sur les prix de matières premières, ça peut être parce qu'on craint, même sans bien formaliser, mais on craint que tel ou tel événement géopolitique en Crimée ait des effets néfastes sur l'activité économique, même si c'est faux. Hein. On est vraiment dans une logique d'anticipation chez Keynes, qui d'ailleurs est en très grande partie juste, bien évidemment. Si vous avez un facteur négatif de ce type, eh bien, les entreprises vont cesser d'investir et ça aura des effets défavorables sur la croissance. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec un équilibre de sous-emploi, c'est-à-dire avec une croissance économique qui ne sera pas suffisante pour assurer le plein emploi. Or, on sait que pour Keynes, hein, la politique économique, l'objectif principal de la politique économique, c'est d'assurer le plein emploi. Et donc, s'il n'y a pas plein emploi, il faut une politique de l'État. Donc, l'idée scientifique, la justification scientifique de la politique monétaire, de la politique budgétaire, pardonnez-moi, c'est vrai aussi de la politique monétaire du reste, mais ce soir on parle de la politique budgétaire, la justification scientifique de la politique budgétaire, c'est bien la variabilité de l'investissement dans des périodes dans lesquelles l'investissement des entreprises est bas, eh bien l'État doit se substituer à l'investissement des entreprises. Et donc pour Keynes, ça va prendre essentiellement la forme d'investissement public. Hein. C'est quelque chose que vous allez retrouver de façon pratique dans le New Deal de Roosevelt. Hein, pour tenter de... Alors, New Deal de Roosevelt qui au passage est arrivé tard, malheureusement trop tard, dans la deuxième partie des années 30. Donc la crise de 29 avait déjà eu le temps de se développer et de se propager. Mais cette politique du New Deal, on considère en général qu'elle a été plutôt efficace et elle est conçue en grande partie à partir d'investissements publics, de grands travaux, de choses comme ça. C'est très exactement ce qu'on a vécu en France à la fin de l'année 2008. Fin de l'année 2008, vous avez une économie mondiale qui plonge en récession. L'Europe et la France, bien évidemment, n'y échappent pas. Et on a un plan de relance en France, que d'ailleurs j'avais trouvé excellent, que j'avais vraiment soutenu à l'époque, qui était un plan justement basé sur l'investissement public, essentiellement sur l'investissement public. On relance des grands travaux, qui étaient parfois dans les cartons, mais on décide de les accélérer, on décide de trouver des financements pour relancer l'activité, notamment dans le secteur des travaux publics, extrêmement rapidement. Et ça a eu un impact très positif, très positif. Si on n'avait pas mené ces politiques dans les grands pays développés, et en particulier en France, la croissance aurait été bien plus faible, ou la récession aurait été encore bien plus forte. Alors, évidemment, on n'est pas dans l'économie keynésienne naïve, c'est-à-dire que quand en pratique vous mettez en place un plan de relance, vous essayez d'augmenter l'investissement public pour substituer de la dépense publique à de l'investissement privé,
ça ne permet pas de conserver le même taux de croissance que celui que vous aviez avant la crise. Ça n'existe pas. Mais ça limite très clairement la récession. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, parce que ça les gouvernements l'ont perdu de vue, et ça c'est très clair chez Keynes, il s'agit bien d'une politique conjoncturelle. La politique budgétaire, elle est bien là pour être conjoncturelle. Vous avez une chute transitoire de l'investissement public, sous-emploi transitoire, et donc il faut lutter contre ça. Vous avez une chute de l'investissement privé, pardonnez-moi, n'hésitez pas à me corriger quand j'inverse les mots. Chute transitoire de l'investissement privé, l'État s'y substitue, donc l'État relance de l'investissement public pour essayer d'augmenter le niveau d'emploi dans le pays, mais ce sont des politiques qui doivent être transitoires. Et il est très important de distinguer ces politiques conjoncturelles qui doivent adresser des problèmes de nature conjoncturelle et des politiques structurelles, on a déjà vu cette distinction quand on a parlé du marché du travail, qui doivent adresser des problèmes de nature structurelle. Quand les entreprises, par exemple, ne font pas suffisamment de recherche et développement dans un pays pour sécréter suffisamment d'innovation, c'est un problème structurel qui appelle des réformes structurelles. Réforme de l'université, articulation entre recherche publique, recherche privée, tout ce que vous voulez. Mais on n'est pas du tout dans le cadre de la politique budgétaire. La politique budgétaire, elle a un impact puissant, mais à court terme, et donc elle doit adresser des problèmes conjoncturels. C'était typiquement le cas à la fin de l'année 2008. Vous avez une récession très forte, utiliser la politique budgétaire est tout à fait indiqué. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est utiliser la politique budgétaire de façon permanente. Or, c'est bien évidemment ce qu'on a fait. C'est bien évidemment ce qu'on a fait dans les pays développés, plus particulièrement dans certains pays européens d'ailleurs, parce que tous les pays ne font pas ça. Vous avez des pays qui gèrent leur politique budgétaire de façon très keynésienne, dans l'esprit keynésien, si vous voulez, donc de façon extrêmement sérieuse, avec une vraie vision, une vraie distinction entre la tendance de l'économie et le cycle à court terme de l'économie. Alors vous avez un pays qui fait ça magnifiquement bien, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez pendant les périodes de récession, des réponses extrêmement fortes, extrêmement puissantes de la politique budgétaire. On a deux épisodes qui sont très connus. Épisode Ronald Reagan, début des années 80, et puis épisode Obama, fin des années 2000, début de la décennie 2010, où vous avez des politiques de baisse des impôts dans le premier cas, plutôt d'augmentation de la dépense publique dans le deuxième cas. D'ailleurs, je reviendrai là aussi sur cette distinction. Est-ce qu'il vaut mieux baisser les impôts? Est-ce qu'il vaut mieux augmenter la dépense publique? Mais pendant les phases hautes du cycle, quand la croissance économique redevient supérieure à sa tendance de long terme, eh bien, on en profite, on augmente un petit peu les impôts, d'accord, pour augmenter le niveau des recettes fiscales, on essaie de diminuer un peu la dépense publique, et du coup, on dégage des excédents. Et toutes les années Clinton, par exemple, aux États-Unis, qui étaient des années de forte croissance, ont été des années d'excédent budgétaire. Parce que la politique Reagan était tout à fait justifiée au début des années 80, mais la croissance était revenue quand Bill Clinton est arrivé au pouvoir, de mémoire, au tout début des années 90. Donc quand il est arrivé, croissance économique, il a augmenté légèrement les impôts, justement pour remettre l'État fédéral en excédent, ce qui à nouveau a permis d'aborder la récession de 2008 en étant extrêmement confortable du point de vue budgétaire. Parce que quand vous avez un excédent, vous pouvez creuser le déficit de façon extrêmement forte pour relancer les économies. Donc les Américains sont plutôt bons dans cette gestion de cycle, les Britanniques aussi, les Allemands le deviennent. Les Allemands le deviennent de façon un peu plus bizarre, ça a mis un peu plus de temps, mais là, très clairement, vous avez de la croissance en Allemagne, et à partir de cette année, le budget allemand, fédéral toujours, va être en excédent. Ce qui veut dire que si demain, on a une récession en Allemagne, ce qui arrivera forcément un jour ou l'autre, c'est la vie des économies de marché, eh bien l'Allemagne pourra, si elle le souhaite, et ce serait tout à fait indiqué, mener une politique de relance à base d'augmentation des dépenses ou de baisse des impôts. Alors, il se trouve que ça n'est pas dans l'idéologie de la coalition actuelle au pouvoir, enfin plutôt de la chancelière d'ailleurs, mais ça n'est pas dans son idéologie, c'est-à-dire qu'elle considère que, à mon avis à tort d'ailleurs, que la politique budgétaire ne doit jamais être utilisée. Mais les sociaux-démocrates allemands
eux, considèrent, à raison d'ailleurs, à mon avis, que on pourrait parfaitement, légitimement utiliser la politique budgétaire si jamais demain on avait un ralentissement de la croissance en Allemagne. Donc la genèse des politiques budgétaires, elle vient bien de là, elle vient bien des années 30, et vous vous souvenez de ce que je vous avais dit quand je vous avais donné un panorama de la pensée économique, les idées des économistes viennent des faits. On peut analyser ça dans le cadre du matérialisme historique de Marx, si vous voulez. C'est-à-dire que les idées ne viennent pas de nulle part, elles viennent de faits économiques, et très clairement, ce développement de la pensée quant à la politique budgétaire, ça vient en réalité de la crise des années 30. Alors, quelles sont les conditions qui maximisent l'efficacité des politiques budgétaires ? Il y en a deux. Ce que vous devez retenir, c'est que pour qu'une politique budgétaire est d'autant plus efficace qu'il n'y a pas de fuite dans le système. Alors les fuites, c'est deux choses, c'est l'épargne et les importations. Plus vous avez ce qu'on appelle une propension à consommer qui est importante, c'est-à-dire moins les ménages épargnent, plus la politique budgétaire va avoir un effet sur la croissance qui sera un effet important. Alors en réalité, c'est assez intuitif. Quel est-il cet effet? On parle d'effet multiplicateur. Ça, c'est très important. Il faut bien que vous reteniez ça. L'économie keynésienne, elle fonctionne avec des effets multiplicateurs. Je vous donne un exemple tout à fait précis. Un effet multiplicateur, ça veut dire que quand l'État décide d'augmenter la dépense publique de 1 euro, ou, même raisonnement, si l'État décide de diminuer les impôts de 1 euro, vous n'allez pas retrouver 1 euro dans l'économie. Vous allez retrouver 4 ou 5 euros. Vous allez retrouver beaucoup plus. C'est ça l'effet multiplicateur. Pourquoi est-ce que vous allez retrouver beaucoup plus? Tout simplement parce que si vous augmentez les dépenses publiques de 1 euro, ça fait 1 euro en plus pour l'entreprise des travaux publics. Donc ça va faire 80 centimes d'euros en plus pour les salariés qui vont aller au restaurant, qui vont aller en vacances. Donc ça va faire des revenus en plus pour les restaurateurs, pour les hôtels. Le restaurateur va acheter davantage d'alimentation, donc ça va aller dans l'industrie agroalimentaire, etc., etc. Donc de proche en proche, vous avez un effet multiplicateur. Alors, je vous ai dit, quand on met 1, on retrouve 4. Malheureusement, dans la théorie, dans la pratique, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en effet, dans la théorie, si vous n'avez pas du tout de fuite, si vous mettez 1, vous retrouvez 4. Dans la réalité, vous retrouvez 1,2, 1,3, 1,4. Pourquoi? Justement parce que vous avez des fuites. Vous avez des fuites parce que les gens ne consomment pas tous leurs revenus. Ils épargnent une partie de leurs revenus. Donc ça, c'est le premier aspect qui est extrêmement important. Je le dis autrement, plus la propension à consommer est importante, plus le multiplicateur keynésien est important. À l'inverse, plus les ménages épargnent, moins le multiplicateur keynésien est important. Il faut bien saisir ça, parce que ça explique une différence d'efficacité de la politique budgétaire entre les États-Unis et la France, par exemple. En France, vous avez un taux d'épargne qui est très important, donc l'effet de la politique budgétaire est fatalement limité. Aux États-Unis, vous avez un taux d'épargne qui est très faible, qui est quasiment nul, légèrement positif depuis la crise, mais en réalité il est quasiment nul. Et donc les politiques keynésiennes, qui sont d'ailleurs, elles sont très prisées par l'État, mais pas parce qu'elles sont très efficaces, parce qu'il n'y a pas ce type de fuite. Alors le deuxième type de fuite, c'est les importations. Ça aussi, c'est facile à comprendre. Si l'État français augmente la dépense publique de 1 ou diminue les impôts de 1, si l'argent ainsi gagné par les ménages est utilisé à acheter des produits chinois ou allemands, vous avez une fuite dans le système. Et ça ne profite pas à l'activité en France. Ça profite à l'activité en Allemagne. Vous allez avoir un effet multiplicateur, mais chez les autres, mais pas chez vous. Et là encore, on peut dire que l'effet multiplicateur est d'autant plus important que la propension à importer est faible. Donc de ce point de vue-là, les importations constituent aussi des fuites dans le système. Alors, là encore, je refais mon parallèle entre la France et les États-Unis. France, géographiquement, petit pays, donc qui exporte quand même pas mal. États-Unis, énorme pays, donc naturellement très tourné vers son marché intérieur. États-Unis, c'est une très grande économie, une économie fermée, les États-Unis. Vous avez très peu d'échanges avec l'extérieur, en réalité, parce que le marché intérieur se suffit à lui-même, et donc très faible propension à importer. Donc quand vous êtes ministre du budget aux États-Unis, vous adorez la politique budgétaire parce qu'elle est très efficace. Propension à consommer faible, propension à consommer importante,
proportion à épargner faible, proportion à importer faible. Donc, effet multiplicateur maximum aux États-Unis. En France, c'est plus compliqué. Quand vous êtes ministre du budget en France, vous faites plus attention à ça. Et c'est d'ailleurs la très bonne raison pour laquelle le plan de relance à la fin de l'année 2008 en France avait été limité. Et moi, j'avais milité pour qu'il soit limité. Parce que sinon, on jette un peu l'argent par les fenêtres, si vous voulez. Et oui, proportion à importer relativement importante. En plus, alors, elle est d'autant plus importante en France qu'on a de gros problèmes de compétitivité au niveau du secteur des entreprises. Bon, donc, importation importante et croissante. Proportion à consommer relativement modérée. Et donc là, vous avez des fuites dans le système. Donc, un effet multiplicateur qui est relativement faible. On a bien connu ça au début des années 80. Politique de relance 1980-1983. Hein, on augmente beaucoup d'aides sociales. Donc là, on a plutôt des augmentations de dépenses publiques. Ça donne un effet très limité sur la croissance. Et d'ailleurs, ça a été une prise de conscience dans l'histoire des politiques économiques, des politiques macroéconomiques en France, parce qu'on a bien vu que l'argent qui était distribué aux salariés français, il allait beaucoup à l'étranger. Il allait beaucoup vers des achats de meubles, des achats d'électroménagers qui étaient étrangers. C'est d'ailleurs pour ça, on a beaucoup parlé de tournant ces derniers mois, c'est pour ça, c'est l'une des raisons, pas la seule, mais c'est l'une des raisons pour laquelle on a opéré le tournant de 1983. D'accord ? Parce que tout simplement, la politique de relance avait mal fonctionné. Un autre aspect de l'efficacité des politiques budgétaires, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais je vais le développer, c'est, au fond, impôt versus dépenses publiques. Si vous voulez relancer l'économie, est-ce qu'il vaut mieux augmenter la dépense publique ou est-ce qu'il vaut mieux diminuer les impôts? Alors là, c'est une question sur laquelle il est très difficile d'avoir une réponse tranchée. Si vous êtes un keynésien orthodoxe, c'est simple, il vaut mieux augmenter la dépense publique. Pourquoi? Parce que si vous baissez les impôts, vous ne savez pas ce que les ménages vont faire de la baisse des impôts. À la limite, vous pouvez diminuer les impôts et les ménages ne vont pas consommer la baisse d'impôts. Donc l'argent, du point de vue de l'activité à court terme, sera perdu. Alors que si vous augmentez la dépense publique, vous savez au moins que votre argent il ira chez des fonctionnaires ou auprès d'entreprises de travaux publics. En tout cas, vous contrôlez un petit peu mieux l'effet multiplicateur. Donc, un économiste orthodoxe comme Paul Krugman, un keynésien orthodoxe comme Paul Krugman aux États-Unis, par exemple, va dire la politique budgétaire, c'est très simple. Il faut que l'État dépense. D'ailleurs, il peut faire n'importe quoi comme dépense. C'est tout à fait secondaire. Il peut faire d'immenses bêtises. Keynes avait une blague. Il disait, j'en ai déjà parlé, il disait il faut tout simplement que vous prenez des chômeurs, ils creusent des trous le matin, et vous prenez d'autres chômeurs qui bouchent les trous l'après-midi. Voilà. Et la politique budgétaire, au fond, ça peut se limiter à ça. C'est un peu l'idée de Krugman aux États-Unis. Une idée d'ailleurs qui a des fondements intellectuels. Mais donc pour les keynésiens orthodoxes, il faut que ce soit l'État qui dépense, parce qu'on contrôle mieux. On contrôle mieux l'argent. Bon. Simplement, ça peut quand même se discuter. D'une part, quelles dépenses? Parce que, évidemment, l'orthodoxie keynésienne veut que toutes les dépenses se valent. En réalité, ce n'est pas vrai. Il est assez facile de comprendre que vous avez des dépenses publiques qui sont plus productives que d'autres. Quand vous investissez dans une infrastructure, vous avez sans doute un effet économique qui est plus important à long terme, mais aussi à court terme, que lorsque vous quand vous réduisez le nombre de jours de carence pour les fonctionnaires, par exemple. Ce qui est une façon d'augmenter la dépense publique, ce qui, à mon avis, n'a pas beaucoup d'impact sur l'économie. En tout cas, qui en a moins qu'un bon investissement dans une bonne infrastructure. Donc vous avez quand même ce choix qui est difficile à faire. Mais surtout, quand vous diminuez les impôts, vous avez un autre effet qui n'est pas un effet keynésien, mais qui est un effet à prendre en compte. Alors là, en France, on est en plein dedans, qui est ce qu'on appelle l'effet Laffer, du nom d'Arthur Laffer, qui était un économiste américain du début des années 80, donc ça s'écrit Arthur comme Arthur, Laffer, L-A-2-F-E-R. Et Laffer était un conseiller de Ronald Reagan, justement, à la fin des années 70. Et je vous raconte l'anecdote historique qui est très, très connue, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous la livre parce qu'elle est assez amusante. Arthur Laffer déjeunait avec Donald Rumsfeld, qui était à l'époque lui aussi l'un des principaux conseillers de Ronald Reagan, qui a été ministre après, vous vous en souvenez, pendant les guerres d'Irak,
ministre de la Défense, je crois, de George W. Bush, mais bon, qui était un des principaux conseillers de Ronald Reagan. Et la question que Rumsfeld, qui était déjà obsédé par les questions de défense, posait à Arthur Laffer, c'était on a un État qui a un déficit budgétaire et on veut augmenter les dépenses militaires. Donc, comment est-ce qu'on peut financer ces dépenses militaires sans creuser le déficit budgétaire? Et la réponse d'Arthur Laffer était de dire vous pouvez financer ça en diminuant les impôts. Évidemment, c'est une réponse qui n'était pas intuitive, qui était très étonnante. Et Arthur Laffer prend son stylo et puis sur une nappe de restaurant, il dessine une courbe en cloche. Et ce que voulait dire Laffer, qui est d'une puissance intellectuelle remarquable, c'est pas facile à utiliser en pratique, mais c'est d'une puissance intellectuelle remarquable. Ce que voulait dire Laffer, c'est que vous avez un taux de prélèvement obligatoire qui maximise les recettes fiscales. Ce qui signifie qu'au-delà de ce taux de prélèvement obligatoire, vos recettes fiscales diminuent. Alors, c'est pas théorique, hein, on est là-dedans en France. Hein. Donc, au-delà d'un certain taux de prélèvement obligatoire, les recettes fiscales diminuent. Pourquoi? Parce que vous avez de l'évasion fiscale, mais aussi tout simplement parce que vous avez moins d'activité économique. Vous avez moins d'activité économique, donc votre base fiscale, mécaniquement, elle rétrécit. Et vous entrez dans quelque chose qui est absolument infernal, où plus vous augmentez le taux de prélèvement obligatoire, plus vos recettes fiscales diminuent. Et donc, si vous êtes un mauvais ministre du budget, vous allez dire, il faut que j'augmente encore plus le taux de prélèvement obligatoire. Et donc, ce que montre bien l'affaire, c'est que du coup, à l'extrême de l'extrême, vos recettes fiscales, elles peuvent tomber à zéro. Et donc, de ce point de vue-là, avoir un taux de prélèvement obligatoire de 80 ou 90% du PIB, ou ne pas avoir d'État du tout, du point de vue des recettes fiscales, c'est complètement équivalent. Ce qui est donc quelque chose d'extraordinairement intéressant du point de vue intellectuel. Alors, évidemment, tout le débat est de savoir où est ce point de l'affaire. Alors, vraisemblablement, il est quelque part autour de 45% du PIB, puisqu'en France, on sait bien qu'on l'a passé. Vous savez, vous avez une blague chez les économistes, alors c'est pas du tout pour polémiquer, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien par ailleurs, une blague chez les économistes qui consiste à dire que le prix Nobel d'économie doit absolument être attribué à Pierre Moscovici l'année prochaine, puisqu'il a démontré le point de l'affaire. C'est-à-dire, il a démontré qu'à partir de 45% de prélèvement obligatoire, en effet, on avait des recettes fiscales qui diminuaient. Voilà. Alors, vous pouvez prendre le problème dans le sens inverse. C'est-à-dire que si vous diminuez les impôts, je reviens à ma politique budgétaire keynésienne, si vous diminuez les impôts, vous pouvez avoir un effet qui est un effet important sur l'activité, et qui du coup va générer des augmentations de recettes fiscales. Et ça, c'est à prendre en compte aussi quand vous faites un arbitrage entre hausse de dépenses publiques et baisse d'impôts. Alors, cas pratique, si demain j'avais à faire le choix d'une politique budgétaire qui soit expansionniste en France, d'accord? Alors, je pourrais vous dire en conclusion quelles seraient les conditions pour arrêter ce qu'on appelle les politiques d'austérité, politiques de rigueur, appelez ça comme vous voulez, pour revenir à des politiques budgétaires plus expansionnistes. Qu'est-ce que je choisirais? Est-ce que j'arbitrerais en fonction, est-ce que j'arbitrerais en faveur d'une politique budgétaire basée sur la hausse de la dépense publique ou plutôt sur la baisse des impôts? Pour le coup, en France aujourd'hui, je choisirais plutôt les baisses d'impôts. Justement, pour essayer de générer cet effet Arthur Laffer à l'envers, en me disant, finalement, je vais peut-être tenter le coup, ça va peut-être me faire remonter mes recettes fiscales. Je n'augmenterai pas les dépenses publiques, parce que je me dirais, elles sont déjà extrêmement élevées. Et donc, si j'augmente des dépenses publiques, sans doute ce sera des dépenses publiques qui seront improductives. Donc, vous voyez, on n'est pas dans l'idéologie, hein, c'est ça ce que je veux vous montrer. Hein. On est vraiment dans la science. D'ailleurs, pour moi, c'est une science. Science molle, bien évidemment, ce n'est pas la science d'Étienne Klein. Mais on est néanmoins dans une science qui est complètement désidéologisée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, aujourd'hui, si on avait un choix à faire, est-ce que ce serait un choix politique? Grosso modo, je suis de droite, je diminue les impôts, je suis de gauche, j'augmente les dépenses. Non, très honnêtement, je ne crois pas. Et d'ailleurs, je pense que si ce choix se présentait un gouvernement de gauche, il choisirait plutôt de diminuer les impôts. Aussi sans doute pour des raisons politiques, ce qui sont tout à fait légitimes, mais aussi pour des raisons d'efficacité économique. Alors, comment on pratique les politiques budgétaires? Vous avez deux façons de pratiquer la politique budgétaire. Soit vous pratiquez la politique budgétaire, c'est mon troisième point, de façon discrétionnaire. De façon discrétionnaire, vous n'avez aucune règle,
aucune règle constitutionnelle concernant le budget, et eh bien, vous avez confiance dans la démocratie majoritariste et dans le ministre du budget ou dans le gouvernement que vous élisez ou qui est l'émanation d'une majorité parlementaire. Et donc, vous lui laissez dans les mains les clés de la politique budgétaire. Donc, quand il juge, quand il fait l'analyse, une analyse selon laquelle la croissance économique est inférieure à son potentiel, il va baisser les impôts ou augmenter les dépenses publiques. Si à l'inverse, il juge que la croissance économique est supérieure à une cible de moyen terme, une croissance de long terme, une croissance potentielle, appelez ça comme vous voulez, eh bien, il va au contraire augmenter les impôts et diminuer les dépenses. Le problème, c'est que c'est un peu naïf et que dans la vraie vie réelle, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que dans la vraie vie réelle, et en France, on a bien vu ça, dans la vraie vie réelle, les gouvernements, quel que soit le contexte, ont plutôt tendance à vouloir diminuer les impôts et augmenter les dépenses. Pour une raison qui n'est pas une raison économique, mais qui est une raison politique. Vous maximisez beaucoup plus vos chances de réélection quand vous diminuez les impôts et quand vous augmentez les dépenses que quand vous faites l'inverse. L'illustration nous en est évidemment donnée en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle les gouvernements arbitrent plutôt en faveur d'un policy mix expansionniste, parce qu'il est plus payant du point de vue politique, y compris quand la croissance est forte. C'était tout le terrifiant débat pour un économiste sur la cagnotte à la fin des années 90, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, où le président de la République, qui avait vraiment failli à son rôle à ce moment-là, nous avait expliqué que même s'il y avait de la croissance, comme il y avait de la croissance, le déficit budgétaire était inférieur au déficit budgétaire des années précédentes, ce qu'il avait qualifié de cagnotte qu'il fallait restituer aux Français. Ce qui est absolument dramatique du point de vue de l'analyse économique. Non, quand le déficit budgétaire diminue grâce à la croissance, il faut l'utiliser pour le désendettement, et cet argent, on en aurait eu bien besoin aujourd'hui. Donc vous avez une politique discrétionnaire qui, à mon avis, est un peu naïve. Et puis vous avez ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. Stabilisateurs automatiques, vous avez peut-être entendu cette expression ces dernières années, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est l'idée selon laquelle si on a de bonnes pratiques en matière budgétaire, et des pratiques qui peuvent être inscrites dans la Constitution, ce qu'on appelle une règle d'or, j'y reviendrai dans un instant, au fond, l'État n'a pas à mener de politique économique discrétionnaire parce que ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul dans la mesure où, dans un État bien géré, qui respecte une règle d'or du type, alors règle d'or c'est ce qu'on va trouver dans beaucoup de pays, notamment en Allemagne, du type, sur le long terme ou sur l'ensemble d'un cycle économique, mon budget doit être équilibré. C'est quelque chose comme ça. Après, vous avez 10 000 variantes. Mais l'idée fondamentale, c'est celle-là. Sur 10 ans, en moyenne, mon budget, il aura dû être équilibré. Donc, ce n'est pas ce qu'on a eu en France, où ces 10 dernières années, il a été systématiquement en déséquilibre, mais c'est ce qu'on a pu voir aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre. C'est ce qu'on commence à voir en Allemagne. Donc, on a cette règle constitutionnelle, c'est-à-dire que la loi de finances n'est pas votée si la règle n'est pas respectée. Finalement, vous n'avez plus grand-chose à faire parce que quand vous êtes en période de récession, votre déficit budgétaire, il vient tout seul. Il vient tout seul parce que les recettes fiscales diminuent d'elles-mêmes et les dépenses sociales, notamment, augmentent toutes seules. Et donc, c'est ça le stabilisateur automatique. Vous avez votre déficit budgétaire qui vient tout seul et là, l'État, qui du coup est bien géré sur le long terme, n'a rien à faire. Il laisse faire, il observe le fait qu'on a un déficit budgétaire et c'est pas grave. Mais ça vaut aussi en période de croissance. C'est-à-dire qu'en période de croissance, les stabilisateurs automatiques vont freiner la croissance économique naturellement. Période de croissance, les impôts remontent tout seuls, les dépenses sociales diminuent toutes seules, et là, il ne faut surtout pas se dire « je baisse les impôts ou j'augmente les dépenses ». Non, non, on ne fait rien. On ne fait rien, comme ça freine tout seul l'activité économique. D'accord ? Et vous avez ce mécanisme régulateur qui a été adopté par beaucoup de pays développés, la Suisse a ça aussi. Alors, en France, vous avez d'ailleurs des institutions, vous avez une partie du secteur public qui a ça. C'est les collectivités locales, d'une certaine façon, qui n'ont pas le droit d'avoir des dépenses de fonctionnement en déséquilibre. Elles peuvent avoir des dépenses d'investissement, elles peuvent s'endetter pour investir, bien évidemment. Donc on est dans la logique keynésienne pure, mais elles ne peuvent pas
avoir voté un budget en déséquilibre. C'est d'ailleurs pour ça que vos impôts, pour certains d'entre vous, ont beaucoup augmenté, vos impôts locaux ont beaucoup augmenté ces dernières années. Alors, je passe à la dernière partie, mais qui est très importante en ce moment. Quelles sont les limites de la politique budgétaire? Parce que là, je vous ai fait un panégyrique de la politique budgétaire. Tout va bien, c'est efficace. On peut mettre en place des règles constitutionnelles. Il y a les stabilisateurs automatiques. Keynes avait raison, etc. Bon. Oui, mais là encore, vous voyez bien que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et ces 2 ou 3 dernières années, alors qu'on était en récession, on a plutôt eu tendance, notamment en France depuis 2012, à mener des politiques budgétaires extrêmement restrictives. Et la politique budgétaire de ces 2 dernières années a été l'une des plus restrictives que l'on ait menée depuis la guerre, alors même que l'économie est en dessous de son potentiel. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, je le disais en introduction, la politique budgétaire, elle a une mémoire, et cette mémoire, ça s'appelle l'endettement. Dans les pays qui n'arrivent pas à dégager des excédents en période de reprise, d'accord, vous avez l'accumulation, année après année, d'un stock de dettes. Et votre dette publique, c'est une dette qui est financée par des gens qui sont des gens réels. Hein. Alors ça se fait par l'intermédiaire de compagnies d'assurance, de banques, etc. Mais ce sont des gens qui épargnent. C'est bien souvent vous d'ailleurs en France, par le biais de l'assurance vie, mais ce sont aussi des Chinois, ce sont des Indiens, des Brésiliens, beaucoup de fonds souverains aujourd'hui des pays du Golfe qui recyclent leurs pétrodollars, donc ils nous ont prêté de l'argent, qui sont nos créanciers, nous sommes leurs débiteurs, et donc cette dette, il faut leur rembourser. Parce que si on ne leur rembourse pas cette dette, eh bien, ça voudrait dire qu'on fait faillite, et on peut toujours faire faillite, hein, mais ensuite, vous avez du mal à retourner tout de suite sur les marchés financiers. L'Argentine a connu ça il y a quelques années, elle a réussi à revenir sur les marchés financiers au bout de 2 ou 3 ans, mais enfin, ça veut dire que pendant 2 ou 3 ans, vous ne pouvez pas du tout vous endetter. Donc c'est une situation qui est très inconfortable. C'est la situation de la Grèce. La Grèce a fait faillite, en réalité, même si ça n'a pas pris ce nom-là, mais elle a fait faillite sur la moitié de sa dette. Et aujourd'hui, la Grèce est obligée de dégager, et en 2014, elle va dégager ce qu'on appelle un excédent primaire. C'est-à-dire que son solde budgétaire en dehors des intérêts de la dette sera excédentaire. Ce qui d'ailleurs, au passage, montre à quel point les efforts consentis par les Grecs ont été colossaux ces dernières années. Et il faut le saluer, parce que je suis toujours un peu agacé par le discours qui consiste à dire les Grecs, c'est des voleurs, ils n'ont pas d'État, etc. Enfin, il faut voir ce qui a été accompli, notamment par le gouvernement actuellement en place, que j'aime beaucoup, qui est dirigé par quelqu'un d'exceptionnel à mon avis, qui s'appelle Samaras, qui est un gouvernement de coalition, donc je peux le dire sans que ce soit pris pour des sentiers de coloration politique. Rendez-vous compte quand même que vous allez avoir en Grèce un excédent primaire cette année. En France, on en est très loin. On en est très loin. Bon. Donc c'est absolument remarquable. Mais enfin, il n'empêche que la Grèce a fait défaut sur une grande partie de sa dette, qu'à mon avis, elle va devoir faire défaut sur une autre grande partie de sa dette, parce que même si elle a un excédent primaire, ce n'est pas suffisant pour lui permettre de rembourser sa dette. C'est ça le drame. Ce n'est pas suffisant. Et donc l'exemple grec, et dans une bien moindre mesure l'exemple français, montre que les politiques budgétaires, elles ont cet impact très négatif si elles sont mal faites. C'est le fait que vous avez un niveau d'endettement qui devient extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui peut discipliner l'endettement? C'est le marché. C'est le marché obligataire. Parce que quand vous avez une dette qui est très importante, et ça aussi d'ailleurs Condorcet l'avait déjà très bien vu, ou Turgot l'avait déjà très bien vu, quand vous avez un stock de dette qui est très important, vos créanciers vous demandent des conditions qui sont de plus en plus strictes. C'est-à-dire qu'ils vont vous demander des taux d'intérêt qui sont de plus en plus importants. Et vous avez une arithmétique de la dette. Vous avez une arithmétique de la dette. Cette arithmétique de la dette vous dit la chose suivante. Quand les taux d'intérêt que vous payez sur votre dette deviennent supérieurs au taux de croissance des recettes fiscales, lequel taux de croissance des recettes fiscales peut être approché par une équation très simple, croissance économique plus inflation. Croissance économique plus inflation, ça vous donne grosso modo les recettes fiscales. Si le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance des recettes fiscales, votre endettement, il est explosif. C'est typiquement ce qu'a connu la Grèce. D'accord ? En Grèce, les taux d'intérêt étaient montés à 15, 16, 20%. Donc là, vous devenez insolvable. Mais c'est aussi ce qu'ont connu à un certain moment, c'est pour ça qu'il a fallu les aider, des pays comme l'Italie, le Portugal ou l'Espagne, avec des taux qui sont montés à 5-6%.
alors qu'ils n'avaient pas de croissance économique et qu'il n'y a pas d'inflation dans la zone euro. Aujourd'hui, je dis ça pour vous inquiéter un peu, il n'y a pas d'inflation, donc l'inflation elle est de 0, et la croissance potentielle de la France, elle est au maximum de 1,5%. C'est-à-dire qu'on est dans l'impossibilité à long terme de rembourser notre dette. Si on veut rembourser notre dette, et il faut rembourser notre dette, il faut que notre croissance économique passe au moins à 2,5%. Sinon, ça va mal se passer. Ça veut dire que nos amis, je le dis pour faire un clin d'œil vraiment d'actualité chaude, nos amis de la Confédération Générale des Cadres doivent signer le pacte de responsabilité. Parce que si on n'arrive pas à signer un tout petit truc qui s'appelle le pacte de responsabilité, on est mal barré pour avoir une croissance potentielle qui va pouvoir augmenter ces prochaines années. Et donc la dette, on va avoir beaucoup de mal à la rembourser. Donc il faut faire très attention à ça. Ce ne sont pas du tout des sujets théoriques. Mais ça, c'est ce que l'on vit là, c'est le prix que vous devez payer, que vous avez à payer quand vous avez accumulé un stock de dette. C'est-à-dire quand vous avez fait de la politique budgétaire, non pas dans un esprit keynésien, mais dans un esprit politicien, dans un esprit, ce qu'on appelle pudiquement public choice. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? Vous voyez que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est très intéressant, parce qu'on voit bien d'un côté que ces dernières années, on aurait eu besoin de politique budgétaire, et on voit bien qu'on n'a pas pu l'utiliser. On a même fait l'inverse. Au lieu de mener une politique budgétaire expansionniste, comme on avait ce problème d'endettement, on a mené une politique budgétaire restrictive, et c'est typiquement ce qu'a fait le gouvernement Ayrault ces 2 dernières années. Mais je ne l'en blâme pas. Je pense que n'importe quel gouvernement, grosso modo, avec un mix sans doute baisse de dépenses, augmentation d'impôts un peu différent, mais n'importe quel gouvernement aurait eu à faire la même chose. Parce que ce que l'on est en train de payer, en réalité, c'est le stock de dette qu'on a accumulé ces 30 ou 40 dernières années. Alors qu'est-ce que cela peut inspirer ? Je trouve que ça inspire 2 choses. Ça veut dire déjà, mais ça l'Europe nous contraint à le faire et c'est très bien, qu'il faut absolument adopter, notamment en France, des dispositifs du type règle d'or. Il faut des règles constitutionnelles. D'accord ? C'est très important. De la même façon qu'on a une banque centrale indépendante, qui est quand même, pardonnez-moi, mais l'institution qui fonctionne le mieux en Europe, il faut avoir des politiques budgétaires qui ne soient pas complètement indépendantes, surtout en France. Le budget, ça reste l'acte politique fondateur du gouvernement. L'acte politique le plus important du gouvernement, c'est le budget qui est présenté chaque mois de septembre. Ça tient la presse pendant 1 mois, et à juste titre, et on parle de fiscalité. On rentre dans les moindres détails, surtout en France, où la fiscalité est très peu locale, elle est nationale, etc. Donc on peut s'éclater avec des taxes nutritionnelles, est-ce que c'est bien ou pas bien, la CSG, est-ce que finalement elle va augmenter ou pas, les taux réduits de TVA, ou est-ce qu'il va... C'est formidable. Bon. Vraiment en soi, je le dis au premier degré, c'est intéressant. Parfois c'est un peu long, mais ce sont des sujets très, très importants. Mais donc, on voit bien que dans un pays comme la France, où on a cette vision un peu martiale de la politique économique, on ne peut pas s'en remettre complètement au stabilisateur automatique. Mais il faut des règles constitutionnelles. Sinon, on fait n'importe quoi. Il faut des règles constitutionnelles. Et heureusement, l'Europe va nous imposer ça. Et l'Europe incarne sans doute le renouveau de la politique budgétaire. Vous savez que les économistes sont en général favorables à ce que l'on ait un budget européen, qui soit un budget commun aux 28 pays de l'Union européenne, abondé par les budgets nationaux, qui permettent par exemple de lancer des politiques de grands travaux à l'échelle européenne. Pourquoi c'est très intéressant ? Parce que si vous faites des politiques budgétaires au niveau européen, vous évitez les fuites dont je parlais tout à l'heure. Vous vous retrouvez dans une situation qui est un peu une situation à l'américaine, d'accord ? Vous êtes dans une grande économie, une très grande économie. Et donc, si on arrive à avoir un budget commun, avec évidemment des règles constitutionnelles strictes, mais ça, avec les Allemands, les Autrichiens, les Luxos, les Finlandais, etc., on aura forcément des règles constitutionnelles extrêmement strictes, parce que c'est leur idéologie. Et quand je parle d'idéologie, ce n'est pas péjoratif. L'idéologie, c'est un fait de la pensée. Donc on aura des règles constitutionnelles strictes, mais en même temps, on pourra mener des politiques budgétaires qui auront des impacts positifs sur la croissance au niveau européen, de la même façon que les Américains ont, avec beaucoup de succès, mené des politiques budgétaires ces 30 dernières années. Question d'auditeur. On entend les politiques d'aujourd'hui, enfin ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, justifier, en tout cas tenter de justifier les résultats électoraux de dimanche dernier, en nous expliquant qu'ils sont en train de
de tenter de régler un héritage particulièrement lourd et difficile. Alors, de votre point de vue d'économiste, qu'est-ce que cet argument politique a de tangible et objectif pour autant que ça puisse l'être je pense qu'on peut essayer de l'objectiver. Je pense qu'il y a évidemment une part de vrai, mais je pense que tout n'est pas vrai. Il y a une part de vrai. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un pays qui est en situation de sous-emploi, sans croissance, avec une dette publique qui représente à peu près 100% du PIB, très honnêtement, même si vous n'avez pas de sympathie pour le gouvernement, même si vous n'avez pas voté pour lui, ce qui statistiquement doit être le cas de 50% de la salle, c'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Voilà. Et donc, l'impopularité vous rattrape très rapidement parce que le mieux que vous puissiez faire, ce sont des réformes qui auront un impact à moyen terme. Donc, de toute façon, ça a forcément un coût politique. Maintenant, là où je critique le gouvernement, c'est que je pense que la politique de ces 2 dernières années a été mauvaise. Notamment parce que, alors qu'il ait mené une politique restrictive, une politique de rigueur comme on dit, moi je pense qu'il aurait pu l'étaler beaucoup plus dans le temps. Il l'a fait de façon extrêmement brutale. Extrêmement brutale. Je pense aussi qu'il a généré un retournement des anticipations très violent parce qu'il avait fait campagne sur la fin de l'austérité et il a mené la politique la plus austère de toute l'Europe, des 28 pays de l'Union européenne. Voilà. Alors en même temps, les gens ne sont pas obligés de croire ce qu'on leur dit. Si vous voulez, les gens peuvent faire preuve de capacité d'analyse aussi, et quand on leur dit quelque chose, ils ont éventuellement le droit de corriger d'eux-mêmes. Bon. Mais malgré cela, je pense qu'on aurait pu avoir un dosage entre hausse d'impôts et baisse de dépenses publiques, et puis politique de croissance qui était un petit peu plus subtile. Là, on a considéré que la totalité de l'ajustement devait être fait par l'augmentation des prélèvements obligatoires. Alors là, c'est vraiment un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc le gouvernement est quand même un peu coupable. D'ailleurs, il le sait bien, puisqu'il change de politique. S'il change de politique, c'est sans doute qu'il considère que la politique, même si c'est un peu inconscient, que la politique qu'il a menée ces 2 dernières années n'était pas tout à fait bonne. Keynes a écrit ses théories dans les années 30. S'il les écrivait aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il aboutirait à une conclusion inverse? Parce que si on prend l'exemple de la France, quand vous avez 56% du produit intérieur brut qui va à la dépense publique, est-ce que vous pouvez encore l'augmenter? Est-ce que, au contraire, tout l'argent qui n'est pas mis dans la dépense publique, il n'est pas pris en partie au privé et à l'industrie, Vous avez à 100% raison. Mais si vous voulez, moi je vous ai présenté sa théorie, ça ne l'invalide pas du tout. Ça invalide l'application qu'on en a faite en France. Mais de tout ce que vous dites, c'est simple, je suis d'accord à 100% avec vous, et je pense que Keynes aurait détesté les politiques keynésiennes, pseudo-keynésiennes, telles qu'elles ont été menées en France. D'accord? Mais pas aux États-Unis, par exemple. Pourquoi Krugman il s'est opposé à Hollande? Non, mais Krugman, il y a 2 choses chez Krugman. Krugman a, comme beaucoup d'Américains de la côte Est, alors là je vais un peu prendre la place de Luc, je ne sais pas si vous avez parlé de Freud, mais il a la haine de soi, Krugman. C'est-à-dire qu'il a la haine des États-Unis, et la haine des États-Unis sur la côte Est des États-Unis, dans ces universités-là, c'est l'amour de la France. Donc il pense que tout ce qui se passe en France est merveilleux. Voilà. Donc pour Krugman, c'est simple. Tout ce qui est français est absolument extraordinaire, surtout si c'est tendance Mélenchon, etc., qui considère comme étant une spécificité française un peu héritée de la Révolution, etc. Ça va être comme les fromages, quoi, ou comme les paysages, ou comme les, voilà. Et donc, il adore ça, et il considère que Hollande est quelqu'un d'extrême droite, de réactionnaire, etc. Donc, mais Krugman est néanmoins quelqu'un de très intelligent. Justement, comme il est très intelligent, et que néanmoins il pense qu'Hollande est d'extrême droite, ça veut dire que vous avez un problème dans l'inconscient, si vous voulez. Voilà. Et donc, je l'analyse comme ça. La haine de soi étant quelque chose qui est très... Marx était juif et antisémite. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Donc voilà. Mais cela dit, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays dans lequel 56% du PIB, c'est de la dépense publique, le mieux que vous puissiez faire, c'est la réduire. Mais cela dit, ça va avoir sur le court terme un effet néfaste sur l'activité économique. Le président de la République va nous annoncer d'ici 15 jours, va détailler la baisse de 50 milliards d'euros. Je suis très favorable à cette baisse de 50 milliards d'euros de dépenses publiques, parce que je pense que sur le long terme, il faudra qu'on diminue notre pression fiscale, qui est trop élevée. Et si on veut diminuer la pression fiscale, il faut d'abord diminuer la dépense publique. Donc je pense que c'est la bonne stratégie. Mais, ne nous y trompons pas, ça aura un léger impact négatif, léger, sur la croissance à court terme. Donc vous voyez,
il faut aussi, il faut pas se dire ce sera complètement indolore. Ce ne sera pas indolore, pas complètement, mais c'est absolument nécessaire, en effet. Notamment d'ailleurs si on veut, dans 10 ans, mener une politique keynésienne, il vaut mieux partir d'un taux de dépenses publiques qui soit de 50% plutôt que de 56%. Parce que quand vous êtes à 56%, vous avez tout à fait raison, vous êtes bloqué, quoi qu'il arrive. Et vous avez raison de dire que l'idée même d'augmenter la dépense publique paraît absurde. Ça, et vous avez raison. Est-ce que vous ne pensez pas que le caractère, l'inertie forte des politiques budgétaires et leur caractère de penser à long terme n'est pas opposé aux structures politiques qui, justement, sont forcées de penser à très court terme, notamment pour des questions de popularité? C'est bien pour ça qu'il faut des règles. C'est bien pour ça que, notamment, ce courant d'économistes que j'aime beaucoup, qui s'appelle Public Choice, c'est-à-dire qui essaie de démontrer comment sont prises les décisions de politique économique et qui montre que beaucoup de décisions de politique économique sont prises sur des bases, sur des raisonnements qui sont plus des raisonnements de maximisation de probabilité de réélection que de maximisation du taux de croissance, si vous voulez. Ce qui n'est pas du tout du cynisme, c'est une observation de la réalité. Et donc, ce sont eux qui ont expliqué que dans un cadre démocratique, il fallait des règles. On le sait bien d'ailleurs, puisqu'on a des constitutions. Les gouvernements ne peuvent pas faire n'importe quoi dans tout un tas de domaines, si vous voulez. Donc, je crois que la réponse, elle est là. Mais de toute façon, c'est rendu obligatoire progressivement par l'Europe. C'est-à-dire qu'on a signé des traités, notamment le traité de Lisbonne, qui nous imposent d'avoir des règles constitutionnelles qu'on va pouvoir mettre en place à notre façon, si vous voulez, mais on n'y coupera pas. Mais vous avez tout à fait raison. La politique budgétaire est un peu piégeante, elle est même très piégeante, parce qu'elle a un impact très fortement positif très vite. Quand vous mettez en place une politique budgétaire, ça a un impact sur la croissance au bout de 3 mois. C'est quasi immédiat. C'est quasi immédiat. Et les effets négatifs sur l'endettement, c'est potentiellement au bout de 5, 10, 30 ans. Donc évidemment, quand vous êtes un président de la République ou un chef de gouvernement, vous menez une politique keynésienne très forte, votre gouvernement va en récolter les fruits, mais c'est le gouvernement suivant qui devra payer l'addition. Donc là, vous avez tout à fait raison. Vous avez un jeu un jeu politique qui est potentiellement assez malsain. C'est bien pour ça qu'il faut limiter l'usage de la politique budgétaire par des règles qui s'imposent à tous, à tout moment.